cette année, alors on a fait un petit peu un galop d'essai sur 2 ans, en parlant à la fois de la situation, l'état des lieux du documentaire en Auvergne pour la première année. Ensuite, on a parlé un petit peu plus précisément des ressources auvergnates, des aides à la production et à la réalisation avec le damier et l'année dernière et le conseil régional. Donc le festival, nous avons souhaité essayer d'élargir un petit peu notre perspective bien au-delà de la région, en effet. Et donc c'est ce qui nous a fait inviter l'association ADOC, Association des cinéastes documentaristes, qui est une association nationale qui représente plutôt bien la profession. Donc il y aura 2 initiatives dans le festival autour de l'association. Et voilà, je vais laisser Agnès Niquilon, Agnès Sanger, qui a construit un petit peu cette proposition, donner un petit peu les éléments de ce moment de réunion de ce soir. Donc, bien en fait, la rencontre de ce jour est un petit peu dans le prolongement en fait, de réflexions qu'on a pu se faire in et off lors de la rencontre professionnelle en fait, de l'an dernier, où apparaissait quelque part que en région Auvergne, les réalisateurs en fait n'étaient pas structurés en association professionnelle. Donc, proposition a été faite en fait à ce moment-là, mais comme ça de façon informelle, de rencontrer un peu le travail d'une association nationale de cinéastes documentaristes. Et donc voilà, la proposition d'inviter, enfin en tout cas de rencontrer ADOC ou d'aller individuellement ou collectivement adhérer à ADOC était un peu lancée. Pour ma part, moi j'ai rencontré ADOC en 2000 à travers une cinéaste chef opératrice. Et moi, ce qui m'a particulièrement intéressée en fait dans cette association, c'est qu'elle rassemble à la fois des réalisateurs et aussi où le terme documentariste en fait et cinéaste va s'appliquer aussi à des gens qui sont des monteurs, enfin qui ont une réflexion autour du documentaire création et du geste documentaire. Et que ce travail-là, en fait, c'est un travail en fait qui est quotidien en fait dans l'association. Elle est animée par une coordinatrice et on peut enfin pour moi c'était intéressant pour moi d'interroger avec d'autres en fait ma pratique en fait dans le champ du cinéma et du cinéma documentaire. Donc voilà. Donc Pablo Rosenblatt et Marion Larry, eux sont membres, enfin Marion est membre et même tu fais partie des membres fondateurs en fait d'ADOC. Non, pardon. Non, mais je suis membre très active, mais pas. Non, l'association elle existe depuis 20 ans. Non, mais là, je suis au bureau d'ADOC, ainsi qu'à Pablo aussi. Et je suis à ADOC depuis une dizaine d'années. Voilà, donc j'enchaîne sur l'association. Voilà, vous faites tous les 2 partie d'un atelier, parce que ADOC est structuré en différents ateliers. Oui. Qui est l'atelier politique. L'atelier politique, oui. Et donc pour revenir un petit peu sur l'association, c'est une association qui existe depuis 92, donc depuis 21 ans. On a fêté nos 20 ans l'année dernière. Et qui effectivement rassemble des cinéastes et des techniciens. Et on a en gros deux axes de réflexion et d'intervention. Un axe plus artistique, théorique, où on s'interroge sur ce que c'est que le documentaire, sur la question de l'auteur. On fait des programmations de films, des débats, on édite des livres. Donc il y a tout ce champ de partage, de réflexion, partage de notre pratique. Et ensuite, on a un champ plus politique où, à partir de ces réflexions, justement, on essaye de mettre en œuvre des revendications ou d'appuyer sur certaines problématiques, comme par exemple, en ce moment, il y a une réforme qui se met en place au CNC sur le COSIP, donc dans l'atelier politique, justement, parce qu'on fonctionne par atelier. Dans l'atelier politique, on réfléchit à ça et on essaye d'avoir des propositions par rapport à la réforme du COSIP. On est aussi, on fait partie du comité de suivi par rapport à la réforme de l'intermittence, parce que vous savez que, enfin je ne sais pas si vous savez, mais de décembre à mars, il va y avoir une refonte de la réforme
enfin une refonte du statut des intermittents, et statut qui est quand même une part essentielle de nos revenus, comme on va pouvoir en parler tout à l'heure. Et donc, nous, par rapport à tous ces enjeux, on a on essaye d'être force de proposition. Donc, on en parle ensemble et on essaye de débattre collectivement et d'amener des idées et de peser par rapport à des problématiques qui nous concernent. Et justement, cette table ronde qu'on a intitulée « Est-ce ainsi que les documentaristes vivent ?» fait partie d'un projet de l'association qu'on a lancé à la dernière AG en juin, parce que ça nous semblait intéressant dans un contexte de précarisation et d'appauvrissement aussi bien des financements du documentaire que de nos conditions de vie et de la façon dont on pouvait vivre de ce métier. Ça nous a semblé intéressant de s'interroger très concrètement sur nos conditions de vie, sur des questions aussi prosaïques que les salaires, que les droits d'auteur, qui mettent en jeu des questions comme les contrats qu'on signe avec les producteurs. Enfin bon, ces questions très concrètes sont finalement ouvrent sur d'autres problématiques. Et à la dernière AG, on a décidé de mettre en place ce projet-là avec l'idée de faire un questionnaire qu'on enverrait aux réalisateurs, à nos adhérents, pour essayer d'avoir un peu des données précises sur comment ils vivaient, est-ce qu'ils vivaient de leur métier, est-ce qu'ils devaient faire d'autres activités à côté. Et on a donné un rendez-vous à la rentrée, là j'ai été en juin, on a donné un rendez-vous pour lancer un atelier. Et alors qu'à l'AG, on avait pas mal discuté cette question-là. Au premier rendez-vous en septembre de l'atelier, personne n'est venu, enfin s'il y a une personne qui est venue quand même. Donc on a commencé à s'interroger au bureau en se disant, alors peut-être qu'on n'attaque pas la question d'une bonne manière sur ces histoires très pratiques, donc comme je disais, très concrètes des conditions de vie. Et quand Agnès nous a proposé cette table ronde, on s'est dit que là, ça allait peut-être, qu'on allait peut-être pouvoir, parce que du coup, nous, on s'interrogeait évidemment sur le bien fondé de ce projet, donc on s'est dit qu'on allait relancer la machine. On a concocté un questionnaire assez simple à remplir, qu'on a envoyé à tous les réalisateurs et les réalisatrices sélectionnés, et on n'a eu aucune réponse à notre questionnaire, donc avec des réalisatrices, une réalisatrice par exemple, dont le film est sélectionné, Catherine Richard, qui fait partie du bureau d'ADOC, donc on pourrait imaginer quand même qu'elle est impliquée dans les objectifs de l'association. Et non, on en a parlé avec elle, mais bon, c'était trop compliqué. On a parlé avec divers réalisateurs. Nous-mêmes ne l'avons pas rempli, je vous rassure. Donc finalement, on s'est dit que de prendre cette question des conditions de vie des réalisateurs sur un mode vraiment chiffré, très terre-à-terre, était peut-être quelque chose auquel tout le monde répugnait, parce que finalement, faire des films, c'est aussi une passion, et tout le monde on s'engage dans des films. Voilà, si on n'a pas d'argent, tant pis, on a ce projet qui nous tient à cœur, on veut le mener coûte que coûte, contre vents et marées, et on n'a pas tellement envie d'être confronté aux chiffres de notre réalité de tous les jours. Mais bon, indépendamment de ça, peut-être que l'idée du questionnaire n'est pas une bonne manière de prendre le problème, mais malgré tout, la question du statut du réalisateur, de la façon dont le réalisateur vit, est quand même une question très importante, parce qu'elle a à voir avec plus largement le statut aussi et la façon dont le documentaire de création est envisagé aujourd'hui dans notre société, où cette notion du documentaire de création est quand même pas mal beaucoup mise à mal par les reportages, par les magazines, par les émissions de flux, enfin tout ce qui fait le fond de ce qu'on voit à la télévision,
qui nous donne une vision quand même assez étriquée du réel et contre vision étriquée contre laquelle nous, les réalisateurs, on essaye de lutter, on essaye d'apporter une vision plus personnelle, un regard différent sur la réalité. Et ce regard différent à avoir, enfin, je veux dire, notre statut économique, matériel, est lié avec la façon dont le documentaire de création est envisagé aussi aujourd'hui. Donc, ça nous semble très important de creuser cette question-là, d'en parler, de voir comment on peut arriver à la valoriser, ces questions-là. Et donc, c'est pour ça qu'on a la chance d'avoir deux réalisateurs, donc Grégory Robin et José Vieira, qui vont nous parler un peu concrètement de la façon dont ils arrivent à vivre et à mettre en œuvre leur film et comment ça se passe sur un point de vue plus pratique et concret pour eux. Donc, Fabio, je te laisse. Oui, on va commencer peut-être à parler avec José sur son parcours. Moi, je voudrais d'abord savoir quel parcours globalement tu as eu, connaître un petit peu. On va repréciser, Chronique de la Renaissance d'un village qui est passé les ressources. Voilà. Voilà. Et donc, avant Chronique de la Renaissance d'un village, quel a été ton parcours globalement? En gros, je vais aller très très vite. J'ai commencé environ à faire de la télé, on va dire, en 87. Donc je travaille énormément par commande, c'est-à-dire c'était un moment où à la télé, il y avait des séries qui se faisaient. Je travaillais notamment sur une série qui s'appelait Racine sur l'immigration. Donc on avait un budget, on nous donnait un sujet, à nous de le développer et de le faire. Donc j'ai comme ça vécu une dizaine d'années. Et puis tout d'un coup, tout s'est arrêté. Donc pendant 2 ans, j'ai galéré, j'ai fait ce que j'ai pu pour gagner de l'argent. Et après commence une deuxième série. 2 ans après, je me reprends un peu. Commence une deuxième série où là, je commence à faire des films plus personnels. C'est-à-dire, au lieu d'attendre que les gens me commandent des films, je commence à proposer des projets. Et le premier projet, ça va être La Photo Déchirée, qui est passé au festival il y a déjà 12-13 ans, 10 ans, je ne sais plus. Et donc là, à partir de là, je commence à faire des choix et à écrire des projets plus personnels, à entrer plus dans le documentaire de création, donc. Et j'ai des budgets, alors ça dure des années, mais j'arrive à avoir des budgets où on peut faire un film. Et puis, j'arrive à avoir aussi parfois, par exemple, La Photo Déchirée, achetée par France 2, pas coproduit, parce que c'est pas pareil, c'est pas les mêmes sommes. C'est-à-dire que quand vous êtes en coproduction avec France 2, vous avez 80 000 euros, déjà de France 2. Donc déjà, moi 80 000 euros, je fais 2 films. Donc là, ils sont en achat, donc on a plutôt à 15 000 euros en achat. Et puis, en faisant 2 films en région avec France 3, j'arrive à monter au national, c'est-à-dire qu'il y avait une case qui s'appelait la case, je ne sais pas si elle existe toujours, je m'intéresse plutôt à la télé. Doc, l'oncle Doc. Et donc, on fait des films en région et ils sont pris, certains films sont pris au national, sont diffusés au national. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que c'est fondamental, la diffusion nationale, parce que ça génère des droits d'auteur beaucoup plus importants qu'en région. Et puis, de toute façon, France 3, les droits d'auteur sont assez importants. Donc, je fais 2-3 films dans ces conditions-là, donc plutôt dans des bonnes conditions, avec des équipes. Le projet est écrit, on tourne une fois qu'il est écrit, une fois qu'il y a les financements. Et puis le temps passe un petit peu et je m'aperçois que ça devient de plus en plus compliqué et qu'on attend des années avant que les chaînes donnent. Et il y a aussi un changement. Alors le contexte général, il y a un moment donné, l'accessibilité aux chaînes devient de plus en plus compliquée. Et je décide à ce moment-là de ne pas attendre et d'aller tourner. C'est-à-dire j'achète du matériel, je tourne tout seul, alors que j'avais toujours des équipes. Et je me lance, et le premier film que je vais faire comme ça s'appelle Les Immigrés.
Et j'enchaîne les films. Alors après, je fais un film sur les Roms. Donc j'attends pas non plus d'écrire un projet parce que la situation est là et c'est une urgence et qu'il faut y aller. Donc les financements se font en cours de route. Et comme ça, je vais tourner les films au lieu d'attendre des réponses des chaînes qui, de toute façon, seront négatives. Hein, parce qu'à un moment, il y a des choix qui sont faits de ne pas rentrer dans... Parce qu'en général, on sait ce que les chaînes veulent. Par exemple, on sait que France Télévisions veut des sujets de société, où les gens comprennent bien ce qui se dit, on leur dit où est-ce qu'il faut penser, que évidemment le début, par exemple j'ai eu des réflexions des chaînes en me disant votre début est trop lent, vous comprenez, on vient de voir une page de publicité, donc il faut que les gens accrochent, etc. Et puis moi ce discours-là m'a épuisé, et donc pendant un moment, depuis une dizaine d'années, je tourne les films tout seul. Et puis dernièrement, les 3 derniers films, enfin les 2 derniers, je suis au 3e, comme il n'y a plus de budget sur les films, et comme il faut quand même que j'en vive, eh ben, je tourne les films tout seul, je les monte tout seul. Ce qui est, bon, tourner tout seul, ça ne me dérange pas. Je trouve que c'est un rapport avec les gens, on n'a pas une équipe, c'est un rapport qui est plus direct avec les gens, et puis je me sens plus à l'aise parce que je prends le temps que je veux, je n'ai pas à gérer une équipe. Je ne suis pas un meneur d'hommes, quoi. Je ne suis pas quelqu'un qui sait animer une équipe, etc. Mais alors, ce qui me pèse énormément, c'est de monter le film. C'est-à-dire me retrouver... il y a des gens qui arrivent à avoir du recul sur leurs images. Moi, j'arrive pas. Et donc, je me retrouve pendant 6 mois, généralement en hiver, à l'entrée quand ça annonce l'automne, je rentre en montage. Et là, pendant 6 mois, je suis devant mon truc et je galère. Et j'ai du mal à faire des choix. Et voilà, en gros, où j'en suis. Ça, c'est un double problème parce que tu as d'un côté l'œil du monteur, mais tu as aussi l'œil de la production qui peut, dans le meilleur des cas, t'apporter le recul nécessaire. Oui, en général, je propose le film un peu déjà fini à la production. Et puis de toute façon, comme j'ai tourné tout seul sans producteur et que je vais chercher un producteur derrière, il n'y a pas d'échange vraiment. Sur le dernier qui a été projeté hier, par exemple, je peux dire que l'échange avec la production a été à peu près nul. Donc moi, je compte surtout sur un réseau de copains réalisateurs qui viennent voir le film, qui ont un point de vue sur les choses et qui à ce moment-là m'aident à avancer dans le film. Mais pas tellement la production. Toi, tu disais qu'il y avait eu une bascule en 2009, grosso modo, à partir des immigrés. Tu nous disais ça tout à l'heure, mais est-ce que d'après toi, c'est une bascule qui est plutôt due au fait que tu as décidé à un moment de tourner seul et que ça a entraîné un système économique différent autour de tes films, ou bien est-ce que tu penses qu'il y a eu un changement aussi de la part des chaînes? Oui, je pense qu'il y a eu. Je pense qu'il y a eu un vrai changement de la part des chaînes. Je pense que la France Télévisions a fait à un moment des choix très précis. C'est-à-dire qu'au lieu d'être des chaînes qui regardent des documentaires et qui prennent, achètent ou achètent pas, après tout, je veux dire, c'est aussi la loi, je dirais, du marché, puisqu'on est sur un marché. Mais le problème, c'est que les chaînes ont eu tout d'un coup une ligne éditoriale. On a défini dans les chaînes en disant, voilà, nous on fait des sujets là-dessus, et on voudrait que vous nous donniez, que vous rentriez dans ces cases-là. Donc on se retrouve presque avec des rédacteurs en chef qui nous disent ce qu'il faut faire. Et qui, quand ils viennent voir le film, vous disent ça va pas, ça va pas. Et on se retrouve face à des gens, mais on ne comprend pas ce qu'ils nous disent, quoi. On ne comprend pas Ils prennent les gens pour des cons qui regardent des films. En gros, voilà, les gens, il faut les prendre. Ils te disent, il faut prendre les gens pour la main pour leur dire, voilà, on va aller là, regardez bien. Attention, vous allez voir quelque chose. Et on ne veut pas jouer ce jeu-là. Et puis il y a plein de questions qui rentrent en jeu, par exemple la durée des films. Le fait de rentrer dans une durée en elle-même, ça peut être aussi un exercice, quoi. 52 minutes. Donc les films que j'ai faits, à un moment donné, faisaient tous 52 minutes, 51, 53. Et puis tout d'un coup, je me suis dit, je veux dire, c'est le film, chaque film a sa durée. J'ai pas dit qu'il fallait faire 1h20 ou 75 minutes. Les films trouvent leur durée. Et donc, à un moment donné, j'ai fait aussi ces choix-là parce que c'était une question de survie pour moi. Parce que je ne pouvais pas attendre qu'on me dise « Ah ben d'accord ». Et puis j'ai senti aussi que, parce que j'étais quand même dans un cycle un peu,
je revenais sur l'histoire que j'avais vécue, l'histoire de l'immigration portugaise, qu'il y avait, bon c'est assez spécifique, j'ai pas fait que des films là-dessus, mais je sentais qu'il n'y avait pas énormément de choses faites là-dessus, qu'il fallait parler de cette histoire-là. Bon, c'est mon côté militant, où à un moment donné, il faut aussi parler des choses qui se sont passées, et je trouvais que cette histoire avait été passée sous silence, et qu'on me disait, à la production avec qui je travaillais, bon, tu as fait un film sur les Portugais, c'est bon, tu vas pas en faire un deuxième. Comme si, tout d'un coup, il méritait qu'un film, c'est fait, voilà. Et de toute façon, avant que j'ai fait un film, le premier film que j'ai fait sur l'immigration portugaise, on m'avait déjà signalé qu'il y avait déjà un film qui venait d'être fait, qui est un très joli film qui s'appelle Les gens des baraques de Robert Bozzi. Mais j'ai dit, mais voilà, il parle des bidonvilles, moi j'ai envie de raconter une autre histoire, on sait très bien ce qu'il a fait, etc. Donc on m'a renvoyé. Bon, ça, c'est quelque chose qui me pèse aussi, quoi. Mais bon, c'est très particulier, là. On est dans quelque chose de très particulier, que c'est pas facile au niveau des chaînes, que ça n'intéresse pas les chaînes de toute façon. Et je sais plus, voilà. Donc tu prends, pardon, tu veux, non, hein, tu prends le parti de dire qu'en fait, à partir du moment où tu affiches vraiment une attitude de réalisateur de documentaire de création, tu te coupes d'un système qui peut t'aider à vivre. Absolument. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, il y a une conjonction de choses qui se passent à ce moment-là. C'est le régime des intermittents qui change. Et alors là, on plonge sérieusement au niveau de nos revenus. Il y a, Ça, c'est 2003. il y a les chaînes en elles-mêmes qui ne prennent plus les films, donc on est sur des câbles. Il faut savoir par exemple qu'un câble, par exemple, mes 2 derniers films ont été faits avec Vosges Télévision. Vosges Télévision, vous touchez 1 euro la minute. D'accord ? Sur France 2, vous touchez 300 euros la minute. C'est pas du tout. En droit de diffusion. En droit de Ça diffusion. veut dire quand le film est diffusé, c'est des droits qui sont reversés à la SCAM et la SCAM les répartit et les verse au RMC. Donc, si vous voulez, quand je fais un film, je peux aller au resto. Quand je fais un film pour Vosges Télévision, je peux aller au resto, et puis bon, pas Vosges m'étaler. Télévision, c'est portugais? Pas du tout. Non, c'est avec C'est portugais non. KFC. Alors les bien bonne. chaînes extérieures à la France, là, c'est même encore un peu cher. Ouais. Ah non, mais par exemple, moi j'ai des films diffusés au Portugal, il n'y a pas de droit, il n'y a pas la Oui, notion de c'est droit ça, il n'y a d'auteur. rien. Il y a- parce qu'il faut quand même dire une chose, c'est que en France, on Oui, n'est pas on est- trop mal lotis, on est c'est quand ça même le pire. privilégiés, C'est oui, qu'au oui. Portugal, les gens me disent, comme je vais souvent à Lisbonne parce que je présente les films là-bas, à Doc Lisboa, et les gens me disent, mais tu fais que ça? Je dis, bon, de temps en temps, je fais un petit chantier, je fais un autre boulot pour gagner un peu d'argent, mais pour revenir à cette histoire de... Donc, quand vous avez France 2, moi j'ai passé une fois sur France 2, je ne vais rien vous cacher, j'ai touché 15 000 euros de droits d'auteur. Et bien 15 000 euros, vous êtes tranquille pendant un petit moment, hein, et puis vous n'avez pas à vous prendre la tête à comment je vais bouffer demain quand je vais payer mon loyer. Donc, mais ça m'est arrivé une fois dans ma vie. Mais même France 3, c'est pas mal, c'est la moitié, mais c'est pas mal du tout. Donc tout ça a disparu. Et puis, au niveau, je ne vais pas rentrer dans les détails, au niveau de la SCAM, il y a un changement dans les répertoires de la SCAM, etc. Société civile des Auteurs auteurs multimédia, auquel on est affilié. Il y a un changement aussi, donc je perds 30% de mes droits d'auteur, parce que là c'est C'est vraiment un très compliqué. changement d'indexation Ouais, des œuvres. c'est très compliqué. Donc il y a une conjonction de choses qui fait. Et puis de toute façon, à un moment donné, moi je me suis dit une chose très très simple. Mon petit gars, tu vas faire un choix. T'as pas envie de te prendre. J'ai pas envie de me côtoyer les mecs de la télé. Ils sont franchement. J'ai rencontré, pour dire la vérité, des gens à France 5 qui n'étaient pas trop mal. J'ai rencontré des gens pas trop mal à France 5 qui ont défendu mes films. J'ai rencontré quelqu'un à France O qui défendait mon travail. Ces gens-là ont disparu. J'ai rencontré quelqu'un à la RTBF. La photo déchirée, par exemple, c'est un film qui s'est fait parce que la RTBF, la télévision belge, est rentrée en coproduction. Tous ces gens-là ont été foutus dehors. Tous ces gens-là ont été foutus dehors. Tous les gens qui m'ont aidé. C'est-à-dire que moi, j'appelais François, je disais, Pierre Vatrin, voilà, j'ai un film, est-ce que, écoute, tu veux voir et tout. J'appelais le mec de la RTBF, Hugues Lepêche, qui était un mec superbe. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est pas bien écrit. Enfin bon, il y avait un dialogue avec les gens. Ils étaient accessibles. Ces gens-là ont été placardisés, dégagés tous. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a eu un chamboulement total en Belgique et en France, enfin j'imagine partout, enfin c'est un changement général qui fait qu'à un moment donné,
bah, je me suis retrouvé dans la nature complètement. Et la dernière fois que c'était Les Immigrés, non, il y avait encore Le Bâton Carton, un film que j'ai fait sur les Roms, où François l'avait acheté. Ils n'étaient pas en coproduction, si, ils étaient en coproduction sur le Bâton Carton, mais il faut savoir que François en coproduction, c'est 9 000 euros. Il faut savoir que pour le même format, pour avoir un ordre d'idée, pour un film qui a, disons, un long métrage documentaire, Arte, c'est 180 000 euros pour un grand format. Okay, quand on vous donne 180 000 euros, moi j'ai jamais eu ça de ma vie, j'aurais jamais. José, il faut quand même que tu précises que là tu parles du budget du film, tu ne parles pas de tes revenus. Non, bien sûr. Non, mais il faut que ce soit présent dans la tête des gens. et que d'ailleurs tu prends la posture quelque part du producteur. Oui, quand tu parles de tes films, là tout de suite. Oui, absolument. Pas celle du réalisateur. Ça, oui, mais on en vient à être producteur, réalisateur. C'est-à-dire que de fait, si je regarde le film qui est passé l'année dernière à Trace de Vie, Le pain que le diable a pétri, j'ai produit le film, quoi. J'ai amené le film, j'ai monté chez moi, j'ai fait le télécinéma d'Image Super 8, j'ai payé, j'ai acheté mon disque dur, j'ai travaillé sur mon ordinateur, j'ai tourné tout à mes frais, et je suis arrivé avec le disque dur au producteur, il m'a dit c'est bien. Mais sauf que j'étais pas content du film. Et je dis, il y a un problème. Donc je débarque à Lisbonne pour faire la post-prod. Parce que là, du coup, j'avais quand même une coproduction avec le Portugal, 20 000 euros de la télévision portugaise. Un miracle, puisqu'au Portugal, vous savez, la crise qui s'est mise là-bas, il était question de vendre cette chaîne, etc. Et j'arrive là-bas et on me dit non, ça va pas encore, il faut que tu montes encore. Donc j'ai encore remonté à Lisbonne, etc. Mais il n'y a que les Portugais, en fait, qui ont joué leur rôle de producteur. Parce que, voilà, mon producteur aime beaucoup ce que je fais. Mais bon, je veux dire, à un moment donné, on voit bien que ça ne va pas. Moi, je le sens que ça ne va pas, le film. Et puis, il y a des potes qui disent, bah, écoutez, encore ça à faire, etc. Donc du coup, sur ce film-là, j'ai demandé 50% des parts, puisque j'avais un peu tout fait. Le producteur m'a dit non, 49%. Donc, c'est-à-dire qu'il garde le pouvoir sur le film. Et bon, je ne sais pas si... Il a toujours le pouvoir, même si tu lui donnes, même s'il te donne 90% des parts, le film ne te donne pas des parts. Il te donne un pourcentage sur les RNPP. Oui, vous voyez, la recette nette par producteur. J'ai pas tout compris. Hein. Enfin, je découvre les choses petit à petit. On ne peut pas avoir des parts sur un film si on n'est pas une personne morale. Si on est une personne physique, on ne peut pas être coproducteur d'un film. Donc, quand le producteur vous propose d'être en coproduction, vous dit, je te mets comme coproducteur, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il vous donne des parts sur les recettes nettes par producteur, une fois déduites toutes les dépenses, etc. Moi, je ne sais pas quoi dire. Et donc, puisque la question du fric est une question très compliquée et que les gens ne répondent pas aux missionnaires, moi, c'est très simple. L'année dernière, j'ai regardé ma fiche d'imposition. Voilà, j'ai déclaré 19 000 euros. J'ai travaillé comme un fou toute l'année, comme un fou. J'ai monté un film pendant 6 mois. Et voilà, 19 000 euros, c'est 30 à 40% de moins que je gagnais il y a 10 ans. En gros, voilà. Et tu peux peut-être aussi préciser de quoi est composé tes revenus. Ah oui, alors j'ai regardé aussi sur la fiche d'imposition. J'ai gagné 7 800 euros en salaire. Donc ça correspond à quoi? Ça correspond à ce que nous, on négocie toujours avec les producteurs. Quand moi, je tourne, je monte, donc je travaille plus d'un an sur le film, je négocie d'avoir 507 heures pour ouvrir, vous connaissez le statut des intermittents, j'imagine, pour avoir droit aux acédiques pendant 10 mois et demi. 8 mois. 10 mois. Tu dois les faire 507 heures en 10 mois et demi, pour avoir ensuite 8 mois d'indemnisation. Voilà. Donc ça se résume à ça. Donc toute ma stratégie maintenant, c'est de pouvoir avoir à peu près 1500 euros des acédiques, qui est quand même, au niveau européen, quelque chose qu'on a, un acquis qu'on a, enfin acquis. On va voir bientôt, on va savoir la vérité assez vite, mais pour pouvoir continuer à investir, parce que sur le pain que le pétri, j'investis 5 000 euros de ma poche quand même. Sur 20 000 euros que je gagne, c'est quand même une grosse partie, quoi. Et donc, voilà, toute la stratégie. Alors donc, je suis obligé pour avoir ces 507 heures, parce que quand on a un budget, par exemple, de 50 000 euros sur un film, comme celui que certains ont pu voir hier soir,
il y a 55 000 €. Il faut savoir qu'un monteur qui travaille, disons, 8 semaines, ça coûte à peu près 15 000 € au producteur. Donc quand vous avez un budget de 55 000 €, ce n'est pas possible de payer un monteur. Ou alors il fait du bénévolat un peu, quoi. Mais comme les gens, il faut qu'ils croûtent aussi, qu'il faut qu'ils vivent, donc ils font des choix. Et donc voilà, on se retrouve dans des situations. Je pourrais aussi dire que j'ai très bien compris ce que veut la télé, et puis pour jouer le jeu, j'ai beaucoup envie de jouer le jeu. Oui, C'est aussi un choix personnel. Oui, voilà, il faut aussi remettre quand même les choses dans ce contexte-là. Je suis pas venu pleurer. Qui est que malgré tout, c'est aussi un peu le prix de la liberté, entre guillemets. C'est-à-dire, mais en même temps, c'est pas pour autant qu'il faut ne pas se battre et se mobiliser par rapport à la réforme des intermittents ou par rapport à avoir des meilleurs, à avoir par exemple la phase d'écriture, de préparation payée. Parce que José, en fait, dans ce qu'il nous dit, c'est aussi qu'il a une urgence de tournée qui fait que il veut, enfin bon, cette phase d'écriture, tu l'accélères, quoi, en fait. Tu passes quand même assez rapidement au tournage. Mais en même temps, cette phase d'écriture devrait aussi être financée et pas simplement par les ascétiques. Ça devrait être financé par les régions, comme ici par exemple, où visiblement il n'y a pas d'aide à l'écriture pour les documentaires au niveau de la région. Et ça, c'est une chose, en plus, c'est une chose qui est vraiment demandable. Il n'y a pas de raison. On peut se mobiliser pour essayer d'obtenir une aide à l'écriture pour pouvoir quand même avoir le temps justement de réfléchir par rapport à la mise en œuvre du documentaire de création qui nécessite énormément de compétences et qui nécessite tout un pour pouvoir avoir ce regard sur le réel, pour pouvoir faire ce film qui va donner un point de vue différent, peut-être déclencher des choses particulières chez le spectateur. Il faut du temps quand même. Il faut du temps de maturation, il faut du temps d'enquête, enfin, et ça, il faut que ça ait trouvé, enfin, c'est tout à fait justifié que ça soit financé par des aides. C'est pas être en position de demander l'aumône, mais c'est quelque chose qu'on peut revendiquer. Je pense. On peut quand même préciser que dans l'univers du documentaire de création, du cinéma documentaire de création, le moteur des projets, c'est l'auteur-réalisateur. Absolument. Donc, pour certains, pour ceux que ça intéresse, il y a des documents qui ont été laissés là-bas qui rassemblent en fait, par exemple, l'intégralité en fait des compétences qui sont requises en fait à un auteur-réalisateur. Et s'il n'y avait pas en fait ce travail de l'auteur-réalisateur, il n'y aurait pas de documentaire de création. Et pourtant, au sein de cette chaîne, on va dire, de production, c'est souvent l'auteur-réalisateur qui arrive le moins à vivre de son travail. Il y a aussi une chose, c'est qu'un réalisateur citait André Labarthe, qui disait qu'il arrivait dans le bureau de son producteur, sans doute dans les années 60, et qu'il lui jetait 3 lignes sur son bureau, et que l'autre disait « ça a l'air intéressant, on commence à tourner ». Et qu'aujourd'hui on demande aux réalisateurs de travailler pendant des mois, et bon, vous pouvez aller voir une prod qui dit « non mais c'est pas encore tout à fait ça, reviens ». Et donc, voilà, on compte sur le réalisateur pour porter ce travail-là. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment où encore ce travail était rémunéré, ce travail d'écriture, il pouvait être rémunéré. Et aujourd'hui, il est passé à l'as, quoi. C'est logique que ce soit un réalisateur qui s'occupe de l'écriture. C'est vrai que c'est logique que ce soit le réalisateur qui s'occupe de l'écriture de son film, ça paraît quand même logique. Oui, bien sûr. C'est vrai que c'est des temps de travail énormes. Oui, c'est des temps de travail qui n'est pas payé. Ah ouais, non, ça c'est... Oui. On peut peut-être préciser pour ceux qui ne savent pas du tout de quoi sont composés en règle générale les revenus en fait des auteurs-réalisateurs. Oui. Donc il y a un versant auteur, enfin bon, c'est-à-dire le réalisateur justement est aussi dans la façon dont il est payé et à cette position un peu charnière de est-ce que être réalisateur c'est un art ou un métier. Donc sur le côté art, il est payé en droit d'auteur, donc comme un auteur, voilà, donc en droit d'auteur qui lui sont versés
par le producteur qui lui achète ses droits par contrat pour une période souvent assez longue, entre 20 à 50 ans. Et donc pour ça, il a une rémunération. Ensuite, il a une petite rémunération comme auteur, comme technicien, il a une petite rémunération auteur. Et ce dont parlait José tout à l'heure, il touche, enfin suivant quelle chaîne, sur quelle chaîne de télévision il est diffusé, il touche des droits de diffusion reversés par la SCAM, donc qui, comme vous avez compris, est proportionnel suivant que si c'est une chaîne hertzienne ou un câble. Donc les droits peuvent être vraiment complètement moitié, enfin on ne touche rien sur Vosges Télévisions, Public Sénat, enfin bon, sur des câbles, on ne touche pas grand-chose. France 2, TF1, alors là c'est la manne, mais enfin bon, faire un documentaire pour TF1 là. Oui, enfin. Et sinon, l'autre versant, c'est effectivement comme technicien. Donc, être réalisateur, c'est un métier artisanal qui nécessite énormément de compétences. Et comme technicien, on est payé, on a un salaire. Et ce qui fait, effectivement, ensuite, ça nous ouvre, si on a suffisamment d'heures, ça nous ouvre des droits acédiques pour compléter les moments où on ne travaille pas, quoi. Donc, on a ces deux versants de rémunération. On va peut-être poser une question à José. Donc, moi, je m'appelle Laetitia Rodari, je suis productrice pour la société AMCG Productions et je produis le film qui est en cours de développement de Grégory Robin. En fait, tu as complètement arrêté de démarcher des producteurs. À un moment, tu t'es dit que tu allais te débrouiller seul ou c'est qu'on t'a plus accepté, personne t'a soutenu? Parce que effectivement, on peut produire avec les chaînes de télévision, soit sur des projets formatés, comme tu disais, soit sur des projets à plus petite échelle avec des chaînes câbles, mais il y a d'autres façons aussi de financer les films, et il y a aussi des producteurs qui trouvent d'autres façons de financer les films. Et ça, est-ce que tu fais encore appel à eux ou plus du tout, tu as baissé les bras? Non, je fais toujours appel, à part une exception là, que j'ai produit un film tout seul. C'est pas dans mes compétences de produire. Alors ce que je fais, c'est que je cherche aussi de l'argent. Par exemple, le dernier que je suis en train de monter, je suis en train de chercher de l'argent parce que le producteur, lui, il reste uniquement CNC, les trucs classiques. Oui, c'est là que je trouve que c'est difficile pour un réalisateur de faire ça parce que tu mélanges tout, puis du coup, ça bloque ta phase de... Je suis d'accord avec toi, mais le problème, c'est que là, comme il ne cherchait pas de l'argent, j'ai cherché un peu ailleurs dans d'autres structures qui ne sont pas forcément habituées à financer des documentaires. Mais de fait, soit enfin, et en plus, c'est pas du tout mon domaine, la production. C'est quelque chose que je ne sais pas faire un budget, tout ça, donc je ne vais pas rentrer, je vais pas être producteur des films, mais en même temps, si je ne mets pas la main à la pâte, voilà, il y aura pas. Je sais que sur le prochain, il y a 25 000 euros. Peut-être on aura la ProCirep, qui est aussi un organisme qui finance le documentaire, on aura peut-être 10 000 euros, on a 35 000 euros, on a 10 000 euros d'archives, on n'arrivera jamais à faire le film. Donc moi je me suis mis en quête d'argent dans des structures, par exemple, qui travaillent, là c'est un film sur les bidonvilles, les Roms, une histoire croisée entre les Roms et l'immigration portugaise, et j'ai essayé de trouver des structures qui pourraient me donner ici 3 000 euros, là-bas, enfin sur des petites sommes, mais qui vont permettre de faire la post-prod, parce que pour l'instant, il n'y a aucun argent pour faire la post-prod. Donc moi, ça ne m'amuse pas du tout. Hein. Je ne veux pas tout faire du tout. Mais tu ne trouves pas de producteurs qui te soutiennent dans tes projets, quoi, ou tu cherches plus, enfin, c'est ça la question. Si, là j'ai un producteur, sur le dernier que je suis en train de monter, j'ai un producteur qui trouve que c'est très bien ce que je fais, quoi. Mais bon, il ne bouge pas son cul, quoi. Donc, à un moment donné... il faut qu'il y aille, quoi. Non, mais il trouve ça... Bon, je pense qu'on va faire le dernier film ensemble, quand même. Ce sera le dernier film, et puis j'essaierai de trouver une autre prod, parce que moi, j'encaisse, et au bout d'un moment, tu peux plus, quoi. Tu peux plus, parce que tu sens... il croit, il pense que c'est bien, par exemple, ça fait le troisième film que je produis avec lui, il pense que c'est bien, tout ça. Mais comme lui, il n'arrive pas à... le dernier film, il a Le pain que le diable a pétri... je l'ai fini il y a 1 an et quelques, il n'a pas fait une projection.
Il n'a pas présenté, quoi. Donc au bout d'un moment, bah, ça me fait mal, quoi. Je me sens un peu dévalorisé. Donc pourquoi il ne sort pas le truc? Parce qu'il me dit je le sors au cinéma. Bon, le cinéma, aucun distributeur n'en veut. Il distribue au cinéma, il ne veut pas le distribuer. Donc je me retrouve dans des situations où on me dit bon, c'est un truc sur le Portugal, ça n'intéresse pas grand monde ce qui se passe au Portugal, dans les villages, qui se désertifient, c'est un sujet qui n'intéresse pas les gens. Moi, je dis bah, il se passe au Portugal, mais il pourrait se passer au Maroc, j'en sais rien, n'importe où, il pourrait se passer en France. C'est des gens, un village c'est chronique d'un village qui va mourir, quoi. Mais non, bon voilà, donc il y croit, il pense que c'est bien ce que je fais, mais je pense qu'il voudrait produire des films avec des budgets, quoi. Et c'est très bien que je pense qu'il a compris que je ne suis pas porteur de projet grand public, Carté va... C'est sûr que bon, bah, quand je le vois et qu'il me raconte qu'il est en train de produire un film avec Arte de 350 000 euros, je le regarde et je dis putain, ça me paraît très loin, mais voilà, ils sont aussi devant une réalité économique où il faut qu'ils fassent. Ils voient bien que moi je ne suis pas porteur, économiquement je ne suis pas porteur. Donc ils se désintéressent de fait, même si je trouve que c'est bien ce que je fais. Alors, puisque nous avons un duo réalisateur-productrice qui a l'air de fonctionner, Wow. on va se... Ben, si, il y a une productrice à la table. Donc, Grégory, tu nous parles un petit peu de ton parcours et de comment tu es Juste le parcours filmique ou... Moi je viens de la musique en fait au départ, j'étais musicien pendant 7-8 ans. Et je suis passé par une... Là j'ai eu le statut à l'époque, puisqu'on parle un peu d'argent, ça j'ai eu le statut d'intermittent, que j'ai perdu assez vite, parce que c'était, même si c'était encore l'époque bénie de l'intermittence, c'était quand même un statut déjà à l'époque difficile à avoir. Et donc j'ai arrêté la musique en 2000 pour passer à la photographie. Et j'ai attaqué la réalisation, en fait, c'est venu un peu comme ça, assez naturellement finalement. Ça partait d'une envie, hein, de toute façon, quoi. Ce qui a bouleversé un peu le truc, c'est l'arrivée du numérique et puis la facilité de l'accès, disons, à un matériel, la possibilité de faire des films en tout cas avec un matériel moins lourd, quoi, qui était à la portée de toutes les mains, quoi. Donc ça m'a permis de passer à la réalisation et j'ai commencé... c'est un peu le parcours inverse de José, en fait j'ai commencé tout seul, sans rien. Et c'était une réalité, c'était aussi un parti pris. J'avais une expérience avec la musique, avec les producteurs qui était absolument désastreuse, quoi. Donc j'avais une idée préconçue des producteurs qui était vraiment... je voulais pas en entendre parler, quoi. C'était voilà, c'était assez radical comme position, c'était je fais mes films tout seul dans une liberté totale, quoi. J'ai rencontré, en plus à l'époque, je vais un petit peu vite dans mes films, enfin bon, le premier film avec lequel j'ai fait un petit peu, qui a été un peu diffusé, qui est passé à Trace de vie d'ailleurs, qui a même été primé cette année-là, c'était un portrait d'un réalisateur italien qui s'appelle Silvano Agosti et qui lui vraiment prône le fait de faire des films sans argent, quoi, sans producteur. Voilà, donc... je pense que j'ai été aussi un peu, c'était un peu une figure de mentor, comme ça j'étais aussi un peu influencé par ce personnage qui est très charismatique. Donc il ne fallait pas me parler à l'époque du circuit de production, de la production, etc. Je voulais vraiment faire mes films dans une liberté totale. Ce que j'ai fait, et ce que je ne regrette pas d'ailleurs, parce que ça m'a permis de toucher à un peu toute la chaîne finalement de la production d'un film, que ce soit